La nature est dans la boîte, le podcast qui vous informe et décrypte les produits issus de la nature. Salut les amis, bienvenue pour cet épisode spécial du podcast La nature est dans la boîte. Je ne vais pas décrypter aujourd'hui un produit naturel, comme je le fais habituellement dans chacun des épisodes, mais nous allons ensemble remettre nos connaissances à jour quant à une catégorie de produits issus de la nature dont on entend parler à tort et à travers. Je veux parler des huiles essentielles. Alors tous les jours, je vois passer des formulations d'huiles essentielles sur les réseaux sociaux, notamment pour un petit peu tout, des formulations anti-âge, anti-poux, anti-rides, anti-tussif, anti-douleur ou anti-migraineux, contre l'arthrose, contre les ballonnements, contre la grippe, contre le Covid, contre la dépression et bientôt pourquoi pas contre les mauvais esprits, contre la pauvreté, contre les politiciens véreux ou que sais-je encore. Bref, il y en a pour tous les goûts. Je suis Marc-Antoine, préparateur en pharmacie, naturopathe, scientifique exigeant et optimiste, et je vous emmène au cœur du système des huiles essentielles. Allez, suivez-moi, c'est parti. Avant toute chose, les huiles essentielles ne sont pas à prendre à la légère. Vous vous en apercevrez tout au long de l'épisode, ce ne sont pas des produits naturels, mais des produits d'origine végétale. Et avant toute utilisation de n'importe quelle huile essentielle, faites ce qu'on appelle le test du poignet. Vous prenez une goutte pure de l'huile essentielle que vous voulez utiliser, vous l'appliquez à l'intérieur de votre poignet, vous massez un peu et vous attendez au moins 1 heure pour vérifier que vous ne faites pas d'allergie. Allergie qui se manifesterait par une rougeur, une douleur ou encore une démangeaison. Alors, qu'est-ce qu'une huile essentielle ? Alors pour comprendre pourquoi elles sont si réputées et tellement puissantes, capables de tout apparemment, il faut comprendre comment elles sont produites. Tout démarre d'une plante qu'on appelle aromatique, c'est-à-dire qu'elle produit des molécules chimiques présentant au moins une structure sous forme cyclique. Cette molécule chimique présentant un cycle aromatique confère des propriétés odoriférantes et un parfum caractéristique à cette plante. La plante entière, ou une partie de la plante qui contient ces fameux cycles aromatiques, est distillée pour obtenir l'huile essentielle. Ce procédé de distillation est assez similaire à la façon dont on distille le cognac ou l'armagnac par exemple. Il s'agit de faire passer de la vapeur d'eau à travers la plante de façon à en récolter les arômes. La vapeur d'eau ainsi chargée en molécules aromatiques est ensuite condensée en gouttelettes, puis collectée. On obtient 2 phases, une principale aqueuse avec l'eau recondensée et quelques éléments aromatiques, qu'on appelle hydrolat, et surnageant au-dessus, on obtient l'huile essentielle en tant que telle. Alors quelques mots sur les hydrolats aromatiques, ils contiennent en général plus de 95% d'eau, donc ils ne présentent pas la causticité de l'huile essentielle et peuvent être utilisés sans risque. Si vous voulez un exemple concret, on a l'habitude de donner l'exemple de l'huile essentielle de lavande officinale pour éloigner les poux chez les enfants. Eh bien, moi je conseille plutôt d'utiliser l'hydrolat de lavande, aussi appelé eau de lavande, plutôt que l'huile essentielle de lavande, de façon à éviter le contact répété de jeunes enfants avec une huile essentielle qui certes est quasiment inoffensive, mais qui à long terme peut quand même avoir des effets indésirables. Le processus de distillation qui consiste à faire passer la vapeur d'eau à travers les plantes pour récupérer des molécules aromatiques ne fait pas qu'extraire les molécules de la plante, il en transforme un certain nombre aussi. Il se passe des réactions chimiques avec la vapeur d'eau, à très haute température donc puisqu'on est autour de 100 degrés. Ça modifie la structure moléculaire de certains éléments et on se retrouve avec des éléments qui n'existaient pas initialement et donc des nouveaux éléments apparus grâce à la distillation. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois qu'on ne peut pas parler d'un produit naturel avec les huiles essentielles, puisque sans distillation, sans ce processus industriel finalement, certains principes actifs n'existeraient même pas dans les huiles essentielles.
Il y a cependant une catégorie d'huile essentielle qui n'est pas extraite par distillation. Il s'agit en fait de toutes les huiles essentielles d'agrumes, le citron, le pamplemousse, l'orange. En fait, il s'agit là de presser le péricarpe, donc la peau, de façon à récupérer l'essence de ces agrumes. Et oui, à ce moment-là, on ne parlera plus réellement d'huile essentielle, mais d'essence. Ainsi, il serait plus juste de parler d'essence de citron jaune, d'essence de pamplemousse ou encore d'essence d'orange douce. Vous savez, on s'est tous amusés un jour à prendre une peau de clémentine et à la presser entre ses doigts pour voir jaillir le liquide. Eh ben, c'est exactement ce qu'on fait, mais bon, bien entendu, avec beaucoup plus de quantité. Si vous voulez, vous pouvez créer vous-même votre essence de citron, à condition de pouvoir acheter plusieurs tonnes de citron et de pouvoir les stocker chez vous. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Bon, enfin, ça c'est à vous de voir, hein, c'est toujours intéressant de faire un peu de do it yourself. Et si vous avez suivi, ces essences d'agrumes, elles, sont bien naturelles, puisqu'il n'y a pas de procédé de distillation, on ne fait que presser la peau et récupérer directement le liquide. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dans une huile essentielle? C'est ça la question finalement. Eh bien, une huile essentielle, comme son nom l'indique, est une huile. Alors, un avantage, le fait que ce soit huileux, ça pénètre très facilement notre barrière dermatologique. On va pouvoir facilement aller en profondeur et ainsi amener les principes actifs au cœur des tissus. Un inconvénient, bien comme c'est une huile, elle se mélange pas dans l'eau. Donc, on ne peut pas utiliser d'huile essentielle, par exemple quelques gouttes dans un verre d'eau, ou quelques gouttes dans son bain par exemple. Parce que finalement, elle reste en suspension à la surface de l'eau, et quand on va boire le verre, à un moment donné va arriver les gouttes d'huile essentielle, et c'est comme si on les utilisait directement pures dans notre bouche. De la même manière, on va se plonger dans le bain, et à un endroit, il va y avoir quelques gouttes d'huile essentielle qui vont surnager à la surface de l'eau du bain, et à partir du moment où elles vont venir se coller à la peau, c'est comme si on les appliquait pures. Dans ces cas-là, effectivement, il est plutôt intelligent d'utiliser ce qu'on appelle un dispersant. En général, c'est à base d'alcool pour tout ce qui est voie orale, et on utilise ce qu'on appelle du labrafil, qui est un excipient qui permet de disperser l'huile essentielle dans toute l'eau du bain et ainsi diminuer sa concentration. Une huile essentielle, c'est donc une huile, on vient de le voir, mais qui est constituée d'un nombre très important de molécules chimiques différentes. Si on prend l'exemple de l'hélicryse italienne, il y a plus de 150 molécules qu'on peut retrouver à différents pourcentages, mais on en dénombre moins de 10 qui font chacune plus de 2%. Le type de molécule, donc la catégorie chimique et le pourcentage de chaque molécule présente, forment une carte d'identité pour l'huile essentielle. Et on appelle ça son chémotype. Voilà pourquoi, très souvent sur les flacons d'huile essentielle, vous voyez indiqué huile essentielle chémotypée. C'est-à-dire que on aura analysé l'intégralité des molécules qui la composent et que le pourcentage est correct par rapport à l'utilisation qu'on en fait habituellement. C'est un peu comme une liste d'ingrédients pour une recette avec chacun leur proportion. Certaines molécules sont très présentes, et donc ils représentent les molécules qui donnent l'action principale à l'huile essentielle. On est souvent à moins de 10 molécules, voire parfois même moins de 5 molécules qui forment l'action principale. Et toute une ribambelle d'autres molécules présentes à des 0, quelque chose %, mais qui sont là en très grand nombre pour accompagner et créer une synergie pour soit améliorer encore l'action de l'huile essentielle, ou parfois diminuer les effets indésirables potentiels. C'est la raison pour laquelle on n'utilise jamais d'extrait d'huile essentielle, mais bien d'huile essentielle en entier. Alors, quelques exemples de molécules les plus actives. On a par exemple la catégorie des phénols. Ils sont très souvent présents dans les huiles essentielles à action antibactérienne, mais ils sont toxiques pour le foie et pour la peau à long terme ou en trop grande quantité. Quelques exemples, on a par exemple l'huile essentielle de sarriette,
l'huile essentielle d'origan ou l'huile essentielle de cannelle. Une autre catégorie chimique, par exemple les coumarines, provoque une très forte sensibilité aux ultraviolets pour la peau. Ça peut entraîner quand même de graves brûlures, donc on ne les applique jamais telles quelles sur la peau. Et comme exemple, on a tout ce qui est justement agrumes, donc les huiles essentielles de citron, d'orange douce, de pamplemousse, etc. Un dernier exemple de molécules, ce sont les cétones, qui sont neurotoxiques et abortives. On ne donne donc pas d'huile essentielle à une femme enceinte ou allaitante, et aux enfants de moins de 3 ans. Sachant que entre 3 et 15 ans, il n'y a que quelques huiles essentielles qui sont utilisables, et pas n'importe comment. Certaines ne peuvent pas être avalées, d'autres ne peuvent pas être appliquées telles quelles sur la peau, d'autres ne peuvent pas être diffusées, etc. Tous ces exemples font que je pense pas qu'il soit très bon d'avoir des huiles essentielles en libre service dans des commerces sans aucun conseil associé. Et vraiment, méfiez-vous des mélanges sur Internet. D'ailleurs, tenez, puisqu'on parle d'Internet, où est-ce que vous achetez vos huiles essentielles ? Et comment savoir si elles sont de bonne qualité, d'ailleurs ? Eh bien, pour moi, ça tient en 3 points. D'abord, la ressource de la matière première. Pour la source de la matière première, donc les plantes, il faut au maximum de l'agriculture bio. Et comme pour l'alimentation, il faut du bio sérieux, puisque vous savez, tous les labels bio ne se valent pas. Il faut surtout un lieu de récolte qui correspond à l'habitat naturel de la plante pour donner sa meilleure huile essentielle. Puisque en fonction du lieu, de l'époque, ainsi que du stade de développement à laquelle elle est récoltée, une même plante pourra donner plusieurs huiles essentielles différentes. On peut prendre par exemple l'exemple du thym, Thymus vulgaris, qui, selon l'endroit où il est récolté ou la période de croissance, eh bien il nous donnera du thym à thymol, ou du thym à tujanol, ou encore du thym à linalol. Ces 3 termes, thymol, tujanol et linalol, correspondent à la molécule la plus présente en pourcentage au niveau de son chémotype, au niveau de la carte d'identité donc. Et en fonction de cette molécule, eh bien cette huile essentielle de thym sera plus ou moins toxique, plus ou moins caustique pour la peau, donc ça a vraiment son importance. Il y a aussi la pureté de l'huile essentielle qui rentre en ligne de compte, et là quand je parle de pureté, il faut bien entendu avoir une huile essentielle 100% pure, donc dans laquelle rien n'a été retiré ou ajouté après distillation. Il y a aussi l'expérience du distillateur qui rentre en ligne de compte, puisque je vous ai expliqué juste avant que l'acte de distillation modifie des molécules et en fait apparaître de nouvelles. Donc une distillation en très grande quantité dans des énormes distillateurs industriels ne va pas forcément donner le même résultat pour une huile essentielle que des petits distillateurs de taille artisanale. Et ça a aussi forcément son importance. Et au final, si ça peut jouer sur les molécules principales qui vont modifier l'action de l'huile essentielle, ça a forcément aussi une action sur toutes les molécules accompagnatrices qui sont là en très petite quantité, mais qui vont jouer un rôle primordial sur les propriétés qu'on appelle organoleptiques, c'est-à-dire le goût et notamment l'odeur, puisque certaines huiles essentielles sont très utilisées juste en les respirant quelques gouttes sur un mouchoir, on comprend vite l'importance que ça peut avoir d'avoir une bonne plante, bien récoltée, dans le bon habitat, bien distillée et pure. Pour terminer, je vous livre simplement 10 huiles essentielles qui, pour moi, sont primordiales d'avoir toujours à côté. Le Ravinsara pour son effet antiviral, pour la grippe, la gastro, etc. La lavande aspic pour l'apaisement au niveau des brûlures et des piqûres, que ce soit d'insectes ou d'orties ou autres. L'amande poivrée pour son action antimigraineuse et antinauséeuse. L'hélicryse italienne a utilisé comme antidouleur pour tous les chocs, les coups, les bosses, tout ce qui est traumatique. Ça marche très bien. La lavande vraie pour son application
anti-démangeaison sur la peau et pour son côté répulsif anti-poux. Le petit grain bigaradier, bah oui, c'est mon chouchou, pour moi il faut toujours l'avoir, quelques gouttes le soir sur sa table de nuit et on s'endort bien. L'eucalyptus radié, qui permet de libérer le nez et la gorge quand on a un rhume. Le clou de girofle si jamais on a une rage de dents. Le laurier noble qui est un peu notre couteau suisse contre toutes les affections bactériennes, virus, champignons, mycoses et j'en passe et des meilleurs. Et on termine avec le thym à linalol qui sera notre antibactérien préféré. Le linalol étant un phénol très peu dermocaustique et quasiment pas hépatotoxique, donc on pourra l'utiliser facilement. Et voilà les amis, cet épisode spécial sur les huiles essentielles est maintenant terminé. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Et oui, cet épisode était un petit peu fourni, alors n'hésitez pas à le repasser, à revenir dessus. Et si vous voulez voir sa transcription en version texte, elle sera disponible dans quelques jours sur mon site internet www.marcantoine-naturopathe.fr. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et si vous avez autour de vous de la famille ou des amis qui sont intéressés par les huiles essentielles ou les produits de santé naturels, eh bien n'hésitez pas à leur partager ce podcast en leur copiant le lien que vous trouverez en bas de la description de ce podcast. Au moins, avec cet épisode, elles auront de bonnes bases pour pouvoir se lancer dans les huiles essentielles. Pour le prochain épisode, nous reviendrons au format classique où je vous décrypterai un produit à base de plantes. Allez, à très vite!